et avec des fonds propres typiquement inférieurs à 5%. Il y a des banques, surtout les grandes banques publiques ou semi-publiques, qui ont opéré avec 1% de fonds propres. Il y a une grande différence entre ces chiffres, mais il faut juste s'imaginer ce que ça veut dire. Donc, 1% de liquidité, ça veut dire que vous êtes illiquide, semble-t-il, mais en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir davantage de trésorerie, parce que de toute manière, vous pouvez vous procurer un taux d'intérêt quasiment zéro, aujourd'hui zéro, aux États-Unis, des sommes en principe illimitées auprès de la Banque centrale. Donc pourquoi investir en monnaie, puisque vous pouvez l'emprunter d'un jour à l'autre en somme illimitée, sans payer en plus. D'accord. Donc si c'est juste une institution qui le fait, évidemment, bon, elle est rattrapée, etc. Mais si l'ensemble des institutions le font, ben, le système dans son ensemble devient évidemment de plus en plus illiquide et de plus en plus dépendant de cette assistance des banques centrales. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire opérer avec 3% de fonds propres ou 1% de fonds propres? Mesdames et messieurs, ça veut dire, en termes ordinaires, ça veut dire que vous êtes un génie. Vous êtes, en fait, vous n'êtes pas terrestre, hein, vous êtes un ange, un être spirituel qui a accès immédiat au futur. Vous voyez le futur comme le présent. C'est ça un ange. Il va comme Dieu, hein, tous les temps au même moment. Donc vous ne vous trompez pas. C'est ça la fonction des fonds propres, c'est d'absorber, c'est un amortisseur, les chocs de nos erreurs. Hein, si on se trompe, si on fait des mauvais placements, et on fait des pertes, et donc les fonds propres vont absorber ces pertes. On reste dans les affaires. Opérer avec 1% de fonds propres veut dire que vous avez une marge d'erreur d'1%. C'est pas humain. Et surtout, si vous regardez l'échantillon de l'espèce humaine qui habite les conseils d'administration et les directoires de ces banques, souvent, notamment dans les banques publiques, ce sont des ex-hommes et femmes politiques, des politiciens. Dans leur vie antérieure, ils étaient incapables de résoudre un problème de circulation, de trafic. Incapables de réformer le système de santé ou le système de retraite. Incapables probablement d'organiser une fête d'anniversaire. Mais là, ils transgressent le seuil de la banque. Il y a le grand halo qui s'installe. Ils deviennent des génies, commettent plus d'erreurs. Voilà. Donc voilà. La seule explication de ce fait, c'est effectivement, ils n'ont plus besoin de fonds propres. Ils n'ont plus besoin de fonds propres puisqu'il y a l'assistance permanente qui provient des banques centrales. Et ils sont juste les bénéficiaires privilégiés de cette manne. Donc, cette dépendance et centralisation a souvent été décrite notamment par les économistes autrichiens en ce qui concerne le secteur bancaire, mais on l'observe partout ailleurs dans la société. Si vous regardez un petit peu attentivement, hein, pas de manière si dramatique, mais la tendance est la même. On s'appuie de plus en plus sur les services procurés par l'instance centrale, notamment en ce qui concerne, donc, pensez au système de retraite. Hein. Donc chacun se dit, ah oui, il y a sécurité sociale publique, je cotise, l'État un jour, il va me payer une belle rente. Hein. Donc du coup, il n'y a quasiment plus d'incitation pour les particuliers à se préparer à la retraite, à constituer leurs propres épargnes, etc. Parce que de toute manière, on cotise. Mais il est clair, puisque déjà, l'État n'accumule pas ses cotisations, mais c'est un système pay as you go. Que tout est donc articulé autour de cette institution centrale. Si l'État fait faillite, s'il échoue dans ses projets, et il risque d'échouer, ceci entraîne toute une pyramide des plans individuels. Et ceci contraste très fortement avec une situation où il n'y a pas d'un tel service central procuré, où chacun est donc incité à se préparer autant qu'il peut à la réalisation de ses projets futurs.
Donc centralisation, dépendance, un phénomène général qui s'installe en société. Puis, huitièmement, il y a un gaspillage de ressources. Gaspillage qui se fait par l'affectation excessive de l'épargne à la consommation. Ce sont les chiffres que je vous ai déjà cités. Donc, l'État consomme une grande partie de l'épargne et une autre grande partie de l'épargne est affectée au crédit à la consommation des ménages. Et ce qui fait donc moins d'épargne est investi. Si vous regardez les bilans des banques, vous allez donc dans l'eurosystème, vous allez constater que 22% des capitaux contrôlés par les banques commerciales de l'eurozone sont affectés à financer les entreprises. 22%. Le même poids pour les crédits à la consommation, même poids ou plus pour les crédits à l'État. Et le plus gros poste dans le bilan des banques sont les crédits à d'autres banques. C'est un système qui tourne en rond. Donc, gaspillage de l'épargne, l'épargne est consommée, elle n'est pas investie. Donc, on s'appauvrit. À ce moment-là, la question est de savoir, comment est-ce que ça, si la chose est si terrible, pourquoi est-ce qu'on est encore là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore disparu dans un grand trou noir? Et je vous rappelle, donc, dans ce contexte-là, qu'on a quand même bénéficié ces 30 dernières années de plusieurs grandes circonstances très heureuses qui ont neutralisé ou au moins compensé cet appauvrissement venant de la réduction de l'épargne. Premièrement, des innovations technologiques magnifiques, à la fois sur le plan de technologies d'information et donc plus récemment la nanotechnologie et d'autres technologies n'ont pas existé auparavant. Et ça a vraiment transformé la vie économique, la manière de produire qui est devenue beaucoup plus efficace et efficiente. Deuxièmement, on a bénéficié de l'effondrement du bloc soviétique, qui a intégré donc une grande partie de l'économie de pays qui auparavant étaient hors la division du travail, dans la division du travail internationale. Et ceci concerne donc non seulement le bloc soviétique, mais notamment aussi la Chine. La Chine qui produit aujourd'hui des biens de consommation de masse, surtout pour les Américains, mais aussi pour les Européens, dans une très grande mesure. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, sans les Chinois? Quels seraient les prix qu'on devrait payer? Il ne faut même pas y penser, hein, c'est clair. Et puis, troisièmement, on a bénéficié également de la volonté politique, donc quand même de faire quelques efforts nous-mêmes. Donc on a abaissé les obstacles légaux à la division du travail en Europe, avec le traité de Maastricht. Ce n'était pas juste une catastrophe, mais c'était entre autres une catastrophe. Mais il y a quand même eu l'impact positif de créer un espace économique, libéraliser l'espace économique en Europe. Donc on a bénéficié de ça aussi. Donc il y avait les facteurs qui ont poussé à la création de richesses, mais il y a du côté du système monétaire, il y avait toute une panoplie de facteurs qui ont eu l'effet inverse. Et le résultat global, c'est qu'on a légèrement amélioré notre niveau de vie. Selon les statistiques aux États-Unis, ça n'a pas beaucoup bougé et ils sont maintenant retombés au niveau de 1967, je crois. Et ça va très vite lorsqu'il n'y a pas d'épargne. Neuvièmement, dernier point, les conséquences économiques. J'ai encore combien de temps là? Encore une demi-heure. Encore une demi-heure, c'est bon. Donc, neuvième point, gaspillage, également sous la forme décrite par la théorie autrichienne des cycles économiques qu'on avait discuté. Donc, la création excessive de monnaie peut entraîner des déséquilibres intertemporels, donc un malinvestissement des ressources, qui finalement se heurte à la limitation des ressources réelles, et donc insoutenable, et va échouer, va terminer dans une crise. Donc ça, c'est la théorie autrichienne traditionnelle. Dans mes propres travaux, j'ai souligné un autre mécanisme qui a donc des effets très similaires, mais qui passe par la fragilisation du système monétaire. C'est justement
ce phénomène donc, de l'endettement, très forte incitation à la dette, qui existe donc pour les firmes, pour les ménages et aussi pour l'État. Pour les banques, on avait déjà décrit, donc les banques sont très fortement endettées. Les ménages s'endettent. Les ménages s'endettent naturellement dans un environnement inflationniste. Hein, donc non seulement on cherche à investir l'épargne dans les titres financiers, mais lorsqu'on n'a pas encore d'épargne, on cherche à s'endetter. Là aussi, il y a une grande différence entre nos générations aujourd'hui et les générations de nos ancêtres autour de 1900. Vers 1900, les gens ont d'abord accumulé une épargne et puis ils ont acheté la maison. Et c'était le comportement rationnel dans un environnement où il y avait stabilité des prix, voire baisse du niveau des prix. Aujourd'hui, il est rationnel de s'endetter. D'un point de vue individuel, c'est tout à fait rationnel. C'est pour ça que... alors pourquoi? Parce que vous commencez votre carrière professionnelle, vous avez un beau revenu, vous n'avez pas encore d'épargne. Vous avez un beau revenu, vous avez peut-être 5 000 € par mois, et donc vous pouvez servir un crédit de 1 600, 1 700 €. Et donc vous pouvez prendre un crédit qui correspond à cette somme. C'est rationnel parce que dans 20 ans, tous les prix auront donc grimpé de 50%, pardon, de 100%. D'accord. Et à ce moment-là, donc, il est probable, c'est pas garanti, hein, mais il est probable quand même que votre revenu va augmenter aussi. Il va peut-être pas augmenter au même rythme que le niveau général des prix, mais peut-être un peu moins, mais peut-être aussi un peu plus. Donc, mettons, dans 20 ans, votre revenu ne va plus être 5 000 €, il va être 10 000 €. Peut-être 20 000 €, parce que, après tout, bon, on s'améliore au boulot, hein, donc, comme une acquisition des connaissances, etc., des compétences, donc vous allez être plus productif, donc vous allez gagner beaucoup plus. 20 000 €. Donc, vous avez toujours votre crédit. Vous avez peut-être pris un crédit pour 20 ans ou pour 30 ans. Donc, initialement, ce crédit, le service de ce crédit a pesé très fortement sur votre revenu. C'était un tiers de votre revenu. Au bout de 20 ans, c'est des cacahuètes, pour ainsi dire. Hein. C'est juste 10% ou 5%. Donc, il existe pour cette raison une très forte incitation à s'endetter. Non seulement pour les banques, les méchantes banques. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas justement pointer du doigt les banques. Ben, vous êtes les méchants, là, vous nous endettez trop. Mais tout le monde s'endette. Les particuliers aussi. Les jeunes en premier lieu. L'État n'a pas besoin d'une invitation particulière, il s'endette très volontiers, et toujours dans le service public. Hein, parce que quand même, si les entrepreneurs sont des sales égoïstes, ils refusent de dépenser, ben, il faut bien que quelqu'un fait le boulot. Hein, donc l'État va se mettre à dépenser, s'il est nécessaire, ben, il va emprunter. Parce que d'ailleurs, les grandes autorités de la science économique, M. Keynes et ses disciples, le confirment. Hein, on rend service. Donc il n'a pas besoin d'une invitation particulière. Hein. Parfois, il faut le freiner. Hein. Ce sont les économistes conservateurs, ignorants, etc., qui font ces demandes. Donc l'État s'endette de toute manière. Et les firmes, même hors du secteur financier, suivent donc un comportement assez similaire. Là, depuis 2008, il y a une réorientation, parce que quand même, il y en a beaucoup qui deviennent nerveux, hein, parce que l'environnement économique est très fragile, donc qui cherchent donc à se désendetter. Mais avant, il y avait quand même la course généralisée vers la dette. Donc, dans ce comportement, donc, nous voyons ce que les économistes appellent un aléa moral, hein, le moral hazard, aléa moral ou risque moral, hein, c'est-à-dire la tentation de choisir un comportement dont les conséquences négatives vont être portées essentiellement par quelqu'un d'autre, qu'il le veuille ou non. D'accord. C'est ça. Chacun a cette incitation. Parce que bon, nous, on se dit, bon, on est très endettés. Bon, mais tout le monde est endetté. Ce qui pourrait nous couper la gorge, c'est si par exemple, s'il y a une forte déflation. Là, on est cuit, parce que notre revenu va diminuer. On ne peut plus payer les annuités du crédit. On perd la maison. Mais l'État ne va pas
le permettre quand même, hein, parce que tout le monde va être concerné. Alors, ils ne vont pas faire ça juste pour moi, c'est clair, mais tous les autres font pareil. Hein. Donc là, on a la révolution, non, ils ne vont pas permettre ça. D'ailleurs, je crois qu'ils ont raison avec ce raisonnement. Hein.